Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet possible pour le grand oral du bac de maths qui est les irrationnels, c'est-à-dire R privé de Q. Donc d'abord, on va faire des petits rappels sur qu'est-ce que les irrationnels, puis on verra des petites propriétés sympathiques sur ces différents nombres. Alors déjà, les petits rappels que l'on va faire, c'est que R privé de Q, grand R c'est les réels et Q c'est les rationnels. Donc d'abord, avant de parler des irrationnels, il va falloir parler justement des nombres rationnels. Et en plus, avant de parler des nombres rationnels, il faut parler des entiers. Parce que ce que l'on sait depuis le collège, voire le début du lycée éventuellement, c'est que l'ensemble R, on peut le décomposer d'abord en grand N, donc ça c'est ce qu'on appelle les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ensuite, si on rajoute les entiers négatifs, on tombe sur grand Z. Donc grand Z, c'est les entiers à la fois positifs et négatifs, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et aussi moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et puis après, on a les décimaux éventuellement, ceux qui s'écrivent avec une partie décimale finie, mais bon, je vais pas les écrire. Et puis après, on a Q. Q, c'est ce qu'on appelle les rationnels. Et Q, je rappelle, c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme P sur Q, avec P qui lui appartient à Z, et le Q qui lui appartient à N étoiles. Donc par exemple, tout ce qui est 2 tiers, 3 demi, 6 quarts, 8 neuvièmes, 3 sur 1, etc. etc. Et après, au-delà de Q, justement, on a R privé de Q. Et ce que l'on sait, c'est que chacun est inclus dans l'autre, c'est-à-dire que grand N, c'est vraiment celui de base, c'est celui qui contient le moins d'éléments. On a au-dessus grand Z, avec ici dans la couronne, ça c'est justement ceux qui appartiennent à Z mais pas à N, c'est-à-dire c'est tous les entiers strictement négatifs. Au-delà de ça, on a Q, et donc encore une fois, dans la couronne qui est ici, eh bien, on a les éléments qui sont dans Q mais pas dans Z, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a le 2 tiers qui lui appartient bien à Q mais pas à Z, on a aussi 3 demi, on a moins 1 neuvième, etc., etc. Et justement, encore au-delà, on a une nouvelle couronne. Et dans la couronne qui est ici, du coup, donc la couronne qui est en dehors de Q, mais à l'intérieur de R, parce que cette grande sphère, ici, ce grand cercle que j'ai fait, c'est R, et bien tout ce que j'ai mis ici en zigouigoui, c'est ce qu'on appelle justement les irrationnels, c'est-à-dire R privé de Q. Donc c'est toute la zone qui est là. Et donc justement, on voit que les irrationnels se décrivent comme justement tous les réels, sauf ceux que l'on ne peut pas mettre sous la forme P sur Q. Donc déjà, c'est pour ça que dans l'Antiquité, on a décidé justement de les appeler comme ça les irrationnels. Donc ça a deux, déjà au niveau de la dénomination d'irrationnel, il y a deux raisons à cela, de l'avoir appelé irrationnel. Parce que ratio, déjà, ça veut dire quotient. On sait qu'un ratio, par exemple 2 tiers, c'est un rationnel, c'est un ratio, 3 demi c'est un ratio, etc. Ratio c'est une fraction. Or justement on a dit que Q c'est justement les fractions. Donc ça c'est hop, une fraction de l'un sur l'autre. Et donc du coup les irrationnels c'est ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, c'est justement R privé de Q. C'est-à-dire tous les réels, sauf ceux qui peuvent s'écrire comme quelque chose comme un quotient. Q comme quotient. Donc déjà, juste les irrationnels, ça vient de là. Mais il y a une autre raison à cela, c'est que ratio, en latin, ça veut dire aussi raison, la raison. La raison, c'est-à-dire quelque chose de logique, qu'on peut comprendre. Et justement, dans l'Antiquité, les disciples de Pythagore, à un moment, ils sont tombés sur un nombre qui est racine de 2. Alors comment ils sont tombés dessus? Tout simplement, comme c'était Pythagore, ils ont fait un triangle rectangle, et ce triangle rectangle, ils se sont dit on va prendre le plus basique, c'est-à-dire celui de côté 1 et 1, triangle isocèle rectangle. Mais si on fait Pythagore, je sais que cette distance au carré, c'est ça au carré plus ça au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2, et donc ça c'est la racine de 2, et donc ici on tombe sur racine de 2. Et là ils ils ont démontré que racine de 2 était justement un irrationnel, et racine de 2 c'est l'irrationnel le plus connu. Donc racine de 2 n'appartient pas à Q, donc il appartient à R privé de Q, donc c'est un irrationnel. Et là ils se sont dit qu'il y a un petit souci, parce que justement, ils tombaient sur racine de 2, mais ils n'arrivaient pas à l'écrire sous forme d'un quotient. Donc ils étaient un petit peu horrifiés par ça. Ils se sont dit, ce nombre n'a pas de raison d'exister, parce que, par exemple, 2 tiers, on peut dire qu'il y a une raison d'exister, parce que 2 tiers, c'est comme si j'avais un gâteau que je coupais en 3, et puis j'en prends 2 parts. Donc physiquement, ça veut dire quelque chose.
Pareil, 3,5, c'est comme si j'avais un gâteau que je coupais en deux, mais en fait j'en prends 3 parts. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est je prends 3 quantités de la moitié, etc., etc. Pareil pour les négatifs éventuellement. Mais par contre, justement, les irrationnels, bah, eux, on ne peut pas les écrire sous forme de fraction, donc dans la vie de tous les jours, ils correspondent à rien. Donc ils n'ont pas de raison d'exister, donc ils n'ont pas de ratio, et donc ils sont irrationnels. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant à dire en termes d'étymologie, hein, pour déjà comprendre un petit peu la raison de tout cela. Petite remarque, un racine de 2 n'appartient pas à Q, ça je l'ai démontré dans une vidéo donc je ne vais pas refaire la démonstration, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une démonstration qui est assez intéressante, c'est une démonstration par l'absurde, parce que justement la plupart des éléments pour montrer qu'ils n'appartiennent pas à Q, bah, tout simplement on raisonne par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose qu'ils appartiennent à Q, et puis on trouve qu'il y a une incohérence, et généralement c'est d'ailleurs comme ça que l'on fait, parce que montrer qu'un nombre est irrationnel, bah, le souci c'est que sa définition c'est qu'il ne peut pas s'écrire justement sous la forme de P sur Q. Donc c'est pour ça qu'on fait généralement par l'absurde. Donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est la démonstration qu'on peut vous demander, ou en tout cas qui est intéressant éventuellement même de faire pendant le grand oral. Alors justement, ce qu'on vient de voir, c'est que c'était un peu compliqué de définir un rationnel autrement que de dire bah, ce n'est pas un élément de Q. C'est-à-dire, bah, à part de dire quelque chose mais de manière négative, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose, et bah, comment on pourrait faire pour dire il s'écrit de cette manière-là? Eh bien, une des méthodes, c'est de regarder, de l'écrire justement, non pas sous forme de fraction, parce qu'on ne peut pas, mais de l'écrire sous forme décimale. Et la propriété, il y a une propriété qui est la suivante, c'est que un nombre appartient à R privé de Q, donc X appartient à R privé de Q, ça veut dire que son écriture décimale, c'est-à-dire avec des virgules, hein, 1, quelque chose, ou 2, quelque chose, etc. Son écriture décimale déjà comporte une infinité de chiffres, donc ça déjà c'est facile, infinité je mets comme ça, hein, une infinité de chiffres. Alors pourquoi déjà il comporte une infinité de chiffres? Parce que si jamais il y a une partie décimale qui est finie, eh bien j'aurais juste à la multiplier par 10 puissance je ne sais pas combien pour avoir un entier, et à ce moment-là, bah, de manière évidente, il appartiendrait à Q. On peut l'écrire comme un quotient. Donc déjà il comporte une infinité de chiffres, mais surtout de manière non périodique, donc sans période. C'est-à-dire que si jamais j'ai un nombre qui est périodique, par exemple 3,248, 248, 248, etc., etc., eh bien on pourrait montrer que ce nombre appartient à Q parce que sa partie décimale, certes elle est infinie, mais elle est périodique. Alors cette démonstration, pareil, je l'ai fait dans une autre vidéo, donc je ne vais pas la refaire ici, parce qu'en plus elle est assez longue. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite vraiment à aller la voir, parce que c'est assez intéressant en termes de raisonnement. Et donc ce qu'on pourrait montrer, c'est que justement, un nombre rationnel, soit il s'écrit avec une partie décimale finie, ou alors avec une partie décimale infinie, mais qui est périodique. Et en plus, on pourrait montrer que même si au début c'est pas périodique, c'est-à-dire si j'ai 3,1, 2, 3, 4, et qu'après j'ai 248, 248, 248, c'est-à-dire que la période ne commence qu'à partir d'un certain moment, et bien pareil, ça c'est aussi un nombre rationnel. Et donc forcément, un nombre irrationnel, lui, comporte une infinité de chiffres dans son écriture décimale, mais en plus de manière non périodique. Et donc d'ailleurs, si vous regardez racine de 2, je vous invite à taper racine de 2 à la calculatrice, et vous verrez en effet qu'il n'y a pas de raison de période dans sa partie décimale. Par contre, si vous tapez à la calculatrice des choses du style 1 septième ou 3 huitièmes, etc., etc., ou même des nombres avec une partie infinie, une partie décimale infinie, donc comme 1 septième ou 5 sur 9 par exemple, et bien vous verrez justement qu'à partir d'un certain moment, on a une certaine répétition dans la partie décimale. Donc ça c'est une autre propriété qu'on peut dire et en plus démontrer, je ne vous la fais pas ici encore une fois, je vous le mettrai dans la description. Donc ça c'est pareil, quelque chose qu'on peut faire. Alors ensuite, une autre chose qu'on peut dire sur les nombres irrationnels, c'est que ces nombres irrationnels, on peut les décomposer eux-mêmes. À l'intérieur des nombres irrationnels, on peut décomposer ça en plusieurs types de nombres irrationnels, sachant que chacun des types sera inclus l'un dans l'autre. Donc déjà, on a une première partie des nombres irrationnels qu'on appelle des nombres constructibles. Alors, ce qu'on appelle des nombres constructibles, c'est des nombres que l'on peut construire à la règle et au compas. Donc, avec juste une règle et un compas, on peut construire des nombres. Et typiquement, racine de 2, eh bien, c'est un nombre constructible. Pourquoi? Parce que comme on le voit ici, il suffit de faire un triangle rectangle de côté 1.
Et je vous montrerai, pareil, dans une autre vidéo, parce que c'est un petit peu long, comment faire un triangle rectangle de côté 1, et donc, sous-entendu d'hypoténuse racine de 2, avec uniquement une règle et un compas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'équerre pour faire un angle droit. Avec certaines propriétés géométriques, on peut tracer ça à la règle et au compas. Donc, typiquement, la racine de 2, c'est le plus connu. Par contre, si je prends racine cubique de 2, on pourrait montrer que lui, il n'est pas constructible. Donc lui, par contre, racine de cubique de 2 n'est pas constructible. Alors, il y a des nombres constructibles, et ces nombres constructibles sont inclus dans un ensemble plus grand qu'on appelle les nombres algébriques. Alors, les nombres algébriques, là c'est totalement différent. Les nombres algébriques, c'est ceux qui sont racines d'une équation polynomiale, donc d'une équation polynomiale, hop, donc je vais écrire là, polynomiale, à coefficients qui sont des éléments de Q, à coefficients qui appartiennent à Q. Typiquement, racine cubique de 2, eh ben, je peux dire qu'il est solution de l'équation x au cube égale 2. Parce que si j'ai x au cube qui est égal à 2, eh ben, je sais qu'à ce moment-là que x est égal à racine cubique de 2. Or, x au cube égale 2, c'est bien une équation polynomiale, parce que ça c'est les polynômes, à coefficients qui appartiennent à Q, parce que le coefficient ici c'est 1 et ici c'est 2. Donc, du coup, comme racine cubique de 2 est solution de cette équation, eh bien c'est un nombre algébrique. Donc il n'est pas constructible, et c'est un nombre algébrique. Bien évidemment, les nombres constructibles sont des nombres algébriques. On voit par exemple sur le racine de 2, on sait que racine de 2, c'est solution de l'équation x carré égale 2. Hop, x carré égale 2, pardon, hop. Alors, c'est pas la seule solution, parce que si x égale moins racine de 2, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le x soit solution de mon équation polynomiale. Donc ça, c'est du coup déjà ce qu'on peut dire là-dessus. Sur les nombres algébriques. Donc les nombres, bien sûr, comme je viens de le dire, les nombres constructibles sont nécessairement des nombres algébriques, mais la réciproque n'est pas vraie. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive pour ceux qui sont ni constructibles ni algébriques? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des nombres transcendants. Les nombres transcendants, ce sont des nombres qui ne sont ni algébriques, ni constructibles. Alors, pour les nombres transcendants, on peut même les étendre au réel, enfin au complexe. Les nombres transcendants, on peut dire que c'est des réels ou des complexes, donc réels ou complexes. Alors, bien sûr, qui n'appartiennent pas à R privé de Q, mais c'est pas grave. Donc, c'est des réels ou des complexes qui ne sont pas solution d'une équation polynomiale à coefficient dans Q. C'est-à-dire, c'est tous les autres irrationnels qui ne sont pas algébriques. Donc là, j'ai juste mis une croix pour ça, je ne vais pas tout réécrire. Donc c'est ceux qui ne sont pas racines d'une équation polynomiale à coefficient dans Q. Alors, les nombres transcendants les plus connus sont petit e et pi. Donc le e, c'est le e de l'exponentielle, donc 2,71, etc. Et pi, c'est le fameux pi que vous connaissez depuis l'école primaire, 3,14, etc., avec toute sa partie décimale infinie. Et donc, eux sont des nombres transcendants, c'est-à-dire qu'ils sont solutions d'aucune équation polynomiale à coefficient rationnel. Et donc, bien sûr, les nombres algébriques sont des nombres, ne sont pas des nombres transcendants, bien évidemment, parce que justement, c'est tous les autres. Alors, pour terminer, on va maintenant parler de deux autres propriétés sur les irrationnels. C'est la densité de R privé de Q dans R. Donc là, je vais effacer aussi ça parce que, hop, j'en ai plus besoin. Donc ce qu'on a montré, enfin ce que j'ai montré dans une autre vidéo, c'était que Q est dense dans R, mais aussi que R privé de Q est dense dans R. Alors, vous allez me dire, pourquoi je mets que Q est dense dans R? Parce que ici, je parle de R privé de Q. Alors, oui, tout à fait, sauf que la densité de R privé de Q dans R utilise la densité de Q dans R. C'est-à-dire, pour démontrer ça, j'ai démontré ça. Et d'ailleurs, la démonstration, encore une fois, je l'ai fait dans une autre vidéo, dont je mettrai le lien dans la description pour ne pas avoir à la refaire ici. Et donc, pour démontrer ça, je peux, notamment, la démonstration la plus simple, c'est de réutiliser ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Q est dense dans R? Ça veut dire que si je prends un intervalle quelconque de R, donc ici entre A et B, par exemple, eh bien, je pourrais toujours trouver au moins un élément, par exemple ici, n'importe lequel, un élément dans l'intervalle, qui appartiendra à R privé de Q. Alors bien évidemment, comme Q est dense dans R, je pourrais aussi trouver un autre élément qui lui appartient à Q. Bon, ici ça ne m'intéresse pas, mais l'idée c'est ça.
Donc entre A et B, je pourrais toujours trouver au moins un élément de R privé de Q. Mais du coup, après je peux recommencer avec l'intervalle ici, ce que je dis c'est vrai pour tout intervalle, donc je peux très bien recommencer ici avec l'intervalle de N à B. Donc là j'aurai au moins un élément de R privé de Q, donc là on peut appeler, je sais pas, N'. Et donc après je peux recommencer sur l'intervalle NN', donc là-dedans j'aurai un autre élément de Q, etc., etc. Et donc au final, en ayant comme ça un élément, enfin un segment qui est de plus en plus petit, je montre qu'en réalité, il existe une infinité d'éléments de R privé de Q dans tout intervalle, alors bien sûr non vide, dans tout intervalle non vide de R. Voilà, donc si je prends un intervalle de R quelconque qui est non vide, donc l'intervalle AB par exemple, eh bien je pourrais trouver une infinité d'éléments dedans. Alors bien sûr tout intervalle, j'ai pas précisé, mais tout intervalle ouvert, parce que par exemple si je prends l'intervalle 1, 1, donc qui n'est constitué que du nombre 1 finalement, et bien là lui n'est pas un irrationnel, donc forcément je ne pourrais pas trouver ça. Bien sûr je ne peux pas prendre l'intervalle ouvert 1, 1, pourquoi? Parce que l'intervalle ouvert 1, 1, lui, c'est un intervalle vide, or j'ai dit que justement c'était tout intervalle ouvert non vide. Donc c'est tout intervalle ouvert du style AB avec A strictement inférieur à B. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un intervalle quelconque et que je zoome même 1 milliard de fois sur la petite partie qui est ici, par exemple, et bien même si je zoome 1 milliard de fois, j'aurai toujours un élément de R privé de Q. Et donc si j'ai une infinité d'éléments dans tout intervalle, ben, ça veut dire qu'en fait j'ai une infinité d'éléments de R privé de Q, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est intéressant. Parce que les éléments, contrairement à grand N par exemple, qui lui sur un intervalle a toujours un nombre fini d'éléments comme Z, et bien par contre Q et R privé de Q ont une infinité d'éléments de R. Et donc en fait un R c'est principalement Q et R privé de Q, les entiers ne sont qu'une très infime partie de grand R, la plupart des nombres qui existent sont des éléments de Q et de R privé de Q. Alors, pour terminer, on va parler de nombres irrationnels un petit peu particuliers, qu'on appelle les nombres univers. On va voir que les nombres univers sont des nombres très particuliers. Je vais prendre un exemple d'abord pour introduire les nombres univers. Je vais prendre le nombre qui s'écrit comme ça, 0, et puis après je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. etc. Bien évidemment, ce nombre, donc on a compris comment il se fait, j'ai écrit les entiers dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. jusqu'à l'infini. Donc c'est un nombre avec une partie décimale qui sera infinie. Et en plus, c'est un nombre qui n'aura pas de période dans sa partie décimale, parce qu'on ne voit pas comment ici ça pourrait se répéter, ce serait assez compliqué quand même de répéter ici une partie décimale. Donc bien évidemment, ce nombre est un irrationnel, il appartient à R privé de Q. Et ça, c'est ce qu'on appelle un nombre univers. Ce qu'on appelle un nombre univers, c'est un nombre justement dont la partie décimale est infinie et qui comporte toutes les suites de chiffres possibles et inimaginables. Par exemple, si je prends la séquence 5, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, je l'ai pris au hasard, vraiment, eh bien, cette suite de chiffres, elle sera nécessairement, à un moment ou à un autre, dans la partie décimale de ce fameux nombre univers. Alors, soit à un moment, elle est quelque part, par exemple, si je prends 171. Bon, 171, je vois par exemple que, si je continue ici, j'aurai 16, 17, 18, et bien 171, je vois qu'il est là, j'ai 1, 7, 1. Si je prends par exemple aussi 213, je vois que 213, par exemple, c'est ici. Donc, soit on a de la chance et puis c'est avant, mais au pire du pire, je sais que comme je compte de 1 en 1, et bien ce 171, au pire du pire, je l'aurai quand j'arriverai après à 171, quand j'aurai compté jusqu'à 271. Pareil pour 213, au pire du pire, je l'aurai quand je serai arrivé à compter jusqu'à 213. Et donc de la même manière, cette suite de chiffres, soit elle est à un moment ou un autre, comme par hasard, dans la partie décimale, soit elle peut très bien être, au pire des cas,
quand j'arriverai à compter jusqu'à 5 milliards 12 356 748. Vu que je vais de 1 en 1 jusqu'à l'infini, à un moment je vais tomber là-dessus, et donc au pire des cas, la première fois où je vais rencontrer cette suite de chiffres, eh bien, elle sera dans mon nombre univers. Mais du coup, maintenant, si je ne prends pas une suite de chiffres comme ça, composée de quelques chiffres, mais si je prends une suite de chiffres qui est très longue. Par exemple, si je prends cette vidéo, la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous êtes d'accord qu'elle est dans un ordinateur, dans des serveurs, et donc elle est sous forme numérique. Et sous forme numérique, on sait que sous forme numérique, tout est en 0 et en 1. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la vidéo que vous êtes en train de regarder, eh bien, elle s'écrit par exemple comme ça, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Alors il y en a beaucoup, il n'y en a pas une infinité, mais il y en a, je ne sais pas combien, hein, d'accord, il y en a plusieurs milliers éventuellement de 0 et de 1. Mais c'est une suite de chiffres, on est bien d'accord que c'est une suite de chiffres qui existe. Et donc cette suite de chiffres, nécessairement, elle va être un moment dans mon nombre univers que j'ai ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon nombre univers, eh bien, il contient la vidéo que je suis en train de tourner. Mais il contient aussi toutes les vidéos qui sont sur YouTube, ainsi que tous les livres qui ont été écrits. Mais il contient aussi toutes les vidéos et tous les livres qui n'ont pas encore été écrits. Parce qu'une vidéo que je vais tourner, que je vais sortir par exemple l'année prochaine ou dans plusieurs années, elle est aussi constituée de 0 et de 1 comme ça, c'est une suite de chiffres, et donc forcément elle est dans mon nombre univers. Et donc mon nombre univers contient toutes les vidéos et tous les livres qui existent, mais aussi qui existeront. Donc c'est-à-dire que ça contient le passé, mais aussi le futur. Et donc si jamais on écrit justement ton futur à toi, ton futur on l'écrira par exemple dans un livre, et bien ce livre sous forme numérique s'écrira sous forme d'une suite de 0 et de 1, et à ce moment-là, eh bien le nombre univers contient ton futur. Donc là c'est assez extraordinaire de se dire que ce nombre univers il contient tout le passé, tout le présent et tout le futur. Alors bien évidemment, on ne va pas faire grand-chose de cette information, parce que parmi le nombre univers, on ne sait pas où est la partie du présent, du passé et du futur, et puis après en plus quelle suite de chiffres prendre, mais c'est toujours intéressant de voir qu'un nombre univers est quand même un peu spécial à cause de ça, à cause de cette petite spécificité. Alors sachant que là j'ai parlé en base 2, donc c'est-à-dire qu'on prend que des 0 et des 1, mais bien évidemment on peut très bien partir sur une base 10, donc de 0 à 9, ou sur une base 16 ou autre, et à ce moment-là, du coup c'est exactement le même principe. Et donc un nombre univers, nécessairement, c'est un irrationnel, puisque si le nombre est rationnel, il aura sa période qui va se répéter, et donc j'aurai pas forcément toutes les suites de chiffres qui existent. Et donc les nombres univers qui existent, les nombres univers les plus connus sont E et Pi, encore une fois, les nombres transcendants. Donc E et Pi sont des nombres univers, c'est-à-dire que leur partie décimale est infinie, et non périodique, et en plus elle comporte toutes les possibilités qu'il existe de combinaisons de chiffres au monde. Et pour conclure, on peut dire aussi que presque tous les réels sont des nombres univers, c'est-à-dire presque tous les réels sont des nombres univers. Pourquoi? Parce que les réels, en fait, il y en a une infinité. Si on prend même l'intervalle 0,1, sur l'intervalle 0,1, il y a une infinité de nombres réels. Il y a une infinité déjà de fractions, mais il y a aussi une infinité de nombres réels. Et en fait, il y a beaucoup plus de nombres justement irrationnels que de nombres rationnels, parce que les nombres rationnels, quand même, ils sont limités, alors que les nombres irrationnels, il y en a encore plus, même si dans les deux cas, il y en a une infinité. Mais du coup, il y a beaucoup plus de nombres irrationnels, qui en plus sont des nombres univers, parce que presque tous les réels sont des nombres univers, et donc c'est quand même assez fascinant de se dire que la plupart des réels qui existent, comportent le passé, le présent et le futur. On ne va pas faire grand chose de cette information parce que de toute façon on ne pourra pas deviner le futur grâce à cela, mais c'est toujours intéressant d'avoir tout ça en tête. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur les nombres irrationnels. Il y a d'autres propriétés éventuellement qu'on peut dire, mais là déjà avec ça c'est pas mal, sachant qu'il y a plusieurs démonstrations dont j'ai parlé, le fait que racine de 2 est irrationnel, qu'il y a une infinité d'éléments de R privé de Q, c'est-à-dire que R privé de Q est dense dans R, ça j'ai aussi fait la démonstration et mis la démonstration en lien dans la description. Et enfin, l'autre démonstration, c'était que un nombre irrationnel comporte une infinité de chiffres en écriture décimale, mais en plus de manière non périodique. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir.
J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets de grand oral ainsi que vers les autres vidéos dont j'ai parlé. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.